Tout d'abord, l'empereur Otto von Bismarck ne voulait pas trop de colonies africaines. Mais les financiers et les hommes d'affaires étaient d'un tout autre avis. Et parce qu'ils voyaient que les Britanniques et les Français s'enrichissaient, on fait pression auprès de l'empereur pour qu'il agrandisse son empire. Il a donc cédé, et c'est ainsi que les Allemands se sont octroyés la Namibie en 1883, le Cameroun en 1884, le Togo également en 1884, et en 1885, les territoires d'Afrique orientale, constitués du Tanganyika, aujourd'hui appelé la Tanzanie, et le Rwanda-Burundi, aujourd'hui appelé Rwanda-Burundi. Je vais juste prendre l'exemple de la Namibie. Donc la Namibie est un royaume de diamants, un pays dont les sous-sols regorgent d'énormes richesses, donc en pierres précieuses, également en cuivre. Ces mines étaient une manne importante pour l'Empire allemand qui était prêt à tout pour exploiter au mieux et sans partage cette opulence. Alors, sans point ni loi, et pour anéantir toute vérité et rébellion, l'empereur nomme à la tête de la colonie Heinrich Göring. Je pense que ce nom a une résonance pour vous. C'est le père d'Hermann Göring, le haut dignitaire du nazisme. Donc, afin d'exterminer toute rébellion et d'exploiter au mieux toutes ces mines, la population locale a été mise à l'écart, bien entendu. Il fallait étouffer, intimider toute tentative de soulèvement et tout désir des autochtones de se réapproprier ce qui leur appartenait, les exterminer, donc ces gens de façon radicale et expéditive. Ainsi, les populations sont déplacées, parquées, réduites en esclavage, exécutées de façon sommaire, dessaisies de leur bétail et dessaisies de leurs terres. Malgré toutes ces injustices et cette inhumanité ostentatoire, deux peuples namibiens, les Herero et les Mana, décident de se rebeller. Alors ils arrivent à mettre à terre les infrastructures allemandes et à mettre à mal les officiers sur place, mais cela n'a duré qu'un temps. En effet, il s'en est suivi une expédition punitive de la part des Allemands, qui décident donc d'exterminer les Herero et les Mana, qui ne sont plus considérés comme des sujets allemands et qui doivent quitter leur terre et leur pays. Ils sont donc repoussés dans les déserts, où ils meurent de faim et de soif. Et presque tous ont été exterminés, et près de 80% de la population disparaît en quelques mois. Et c'est ainsi que l'on peut commencer à parler pour la première fois de génocide. Les rares survivants étaient essentiellement les femmes, puisque les femmes sont inoffensives, n'est-ce pas? Elles ont donc été épargnées, car les Allemands se sont rendus à l'évidence que ces meurtres, quand même, les priveraient de main-d'œuvre. Donc les Allemands ont décidé de parquer le reste des habitants de Namibie dans des camps de concentration. Là, ils ont été tatoués de deux lettres, le G et le H, qui signifient en allemand Gefangener Herero. Herero, capturé. Comment était la vie dans ces camps? Peut-on parler de vie dans ces camps? Les héros sont victimes de toutes sortes d'expérimentations anthropologiques, scientifiques et médicales. Les femmes sont stérilisées afin d'éviter de terminer le sang. Non, il ne faut pas exagérer. Donc cet acte de stérilisation devenait impératif car certains Allemands s'étaient entichés de belles femmes namibiennes ou les violaient tout simplement pour assouvir leurs besoins. Il ne fallait donc pas d'enfants métis, il ne fallait pas cacher le sang allemand. Très peu d'héros et de malins ont survécu à ces traitements inhumains. On en a compté près de 7000 à 8000, tout en plus qui se sont sortis. Tous ces mauvais traitements, ces expériences d'eugénisme qui ont fait fureur,
soit un prélude à ce qui allait survenir au cours de la Seconde Guerre mondiale, avec le peuple juif et toutes les autres personnes considérées comme des nuisibles, les handicapés, les ciganes, les homosexuels, les communistes, et toutes autres personnes non conformes aux théories d'eugénisme sous l'Empire allemand. La politique maintenant des Allemands sous le Troisième Reich. Dès l'établissement des colonies, comme je viens de vous le dire, les lois racistes sont de normes ainsi que la constitution des fabricants. Après la Première Guerre mondiale, les Allemands essuient un double affront. Ils sont battus par les armées françaises et belges, constituées de troupes coloniales, qui occupent de surcroît un grand morceau de leur territoire, la Rhénanie. Hitler, avant d'arriver au pouvoir, a lui-même écrit dans Mein Kampf sur les Noirs et les Juifs. Les Juifs ont emmené les nègres en Rhénanie dans le but de souiller et de bâtardiser la race arienne. Théodore Wandia, décédé en 2019, a beaucoup témoigné et écrit sur la condition des Noirs au cours du Troisième Reich. C'était un ancien prisonnier dans un camp de travail à l'époque nazie. Il est de père camerounais et de mère allemande. Ainsi, il témoigne que les Afro-Allemands étaient privés de nationalité allemande, privés de passeport. Il leur était interdit de travailler. Il leur était interdit de faire des services militaires. Les enfants ne pouvaient pas participer à la jeunesse hitlérienne. Et lui, Théodore, enfant, ne comprenait pas qu'il se sentait allemand à part entière. Les Noirs ne pouvaient pas fréquenter un public. Les unions mixtes étaient hors la loi et menaient inévitablement à l'emprisonnement puis à l'exécution. Il était bien entendu interdit de procréer des enfants métis. Ainsi, dans mon roman, Un prisonnier sans étoile, Anna, qui est une Allemande, qui travaille en tant que traductrice pour les nazis, et Sylvestre, donc ce héros togolais, se rencontrent en cachette et craignent pour la couleur de peau de leur enfant, puisqu'ils ont enfanté. Ainsi, je cite la narratrice, Sylvana, qui est le produit de leur amour, ce qu'elle voit a posteriori. Et quelle stupéfaction de me voir. La tête, la première, on n'apercevait que les cheveux noirs au boucle lissée. Cette chevelure déjà interminable, d'un noir ébène, indice de mon métissage. L'angoisse montait. Était-elle liée aux présomptions de la couleur de ma peau ou la situation périlleuse, mortelle de ces accouchements à domicile? Les deux, peut-être. Ce court passage est volontairement tronqué parce que je voudrais que vous lisiez la fiction. Témoigne du fait que les enfants allemands métis étaient en constant danger. Ils étaient victimes de la politique d'eugénisme. Ils étaient stérilisés sans aucune précaution, sans aucune mesure d'hygiène. On les appelait les bâtards de la Rhénanie et leurs parents essayaient de les cacher. En tout cas, ils essayaient de faire fabriquer des faux certificats de stérilisation. Car tout contrevenant auquel était exécuté ou renvoyé dans le camp de travail qui menait inévitablement à la mort. Au niveau artistique, la musique jazz, considérée comme musique de dégénérés, était bannie, car elle était jouée principalement par des Noirs américains, bien entendu. Les artistes noirs devaient se faire engager par la Deutsche Afrika-Schau, où ils étaient tenus de prendre des rôles de bons sauvages. En effet, Anna, donc cette Allemande, évoque les eaux humains, des spectacles populaires vers lesquels de nombreux Allemands se ruaient pour se divertir. On peut donc lire à la page 55 de mon roman. Il fallait raconter aux autres combien les Noirs étaient dépourvus de civilité, ça et plein de vermine. Anna expliquait aussi que le régime allemand de Weimar, au début des années 1910, s'était bien enorgueilli de faire venir les Africains de leur colonie afin de les exploiter.
Nous allons donc faire maintenant une petite pause. J'ai terminé la première partie.